Mes auditeurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Dialogue avec. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois aujourd'hui et j'espère que vous êtes aussi heureux de nous retrouver. Et nous saluons tous ceux qui nous suivent à travers nos différentes plateformes, à travers notamment YouTube, à travers Facebook, à travers Instagram et aujourd'hui aussi à travers TikTok. Bienvenue encore et nous sommes très heureux de passer ces bons moments. Je ne serai pas seul aujourd'hui. Je serai avec cette complice du dialogue avec, c'est celle-là, Patricia Temouni. Bonsoir Patricia. Merci aux éditeurs, merci d'être là. Et voilà. Alors, j'espère que tout va bien, le micro est bien fixé, et puis voilà, nous allons passer des bons moments avec nos téléspectateurs et nous ne serons pas à deux aujourd'hui, puisque sinon l'émission n'a pas de sens. Nous avons plutôt notre invité que nous avons annoncé à travers, disons, Twitter. Et je laisse cet honneur à Patricia d'annoncer notre invité. C'est qui, Patricia? Ce soir, ce professeur Ibebeke Bomangwa Yvonne. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame Patricia. Bonsoir. Alors, madame Yvonne est professeure Yvonne, pardon, est rectrice de l'université pédagogique de Kinshasa. Et elle est de Kinshasa, non. De Kinshasa, non. Là, il faut vite corriger. du Congo, pardon. Non, l'université pédagogique nationale. Qui est à Kinshasa, évidemment. L'université pédagogique nationale. Elle est aussi professeure en chimie, pardon, on dit, et experte en gestion intégrée des ressources en eau. Donc, nous allons passer quelques temps avec elle et on va, j'espère, passer un bon moment et elle va nous parler un petit peu de l'activité, des activités, du monde scientifique et de son travail à l'université. Alors, merci beaucoup, Patricia. Comme d'habitude, nous allons laisser la parole à notre invité afin qu'il puisse d'abord lui-même rapidement nous tracer un peu le parcours de sa vie, en commençant d'abord par le parcours scolaire, donc sa formation, et puis alors le parcours professionnel et brièvement, pourquoi? Puisque nous allons découvrir un peu davantage avec nos questions. Alors, de temps en temps, on va quand même vous appeler madame, même si vous êtes professeur, vous êtes, on peut dire tout, vous êtes rectrice d'université. C'est vraiment un grand honneur pour nous. Hein. Et ce n'est pas seulement tout. Si on a commencé notre première émission de mars avec une femme, c'est puisque c'est le mois dédié aux droits de la femme. Et justement, pour aussi vous montrer que les hommes ne sont pas le seul à dominer le monde, même du point de vue scientifique. Et vous allez découvrir aujourd'hui une grande dame, si je peux le dire, quand elle va parler d'elle-même. Et ce n'est pas n'importe qui arrive à devenir rectrice d'une université en République démocratique du Congo. Alors, professeur, nous vous donnons le temps de parler nous un peu de comment vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui pour dire que voilà, vous avez d'abord fait le premier pas à l'école secondaire, et puis l'université, école primaire plutôt, école secondaire, et puis l'université pendant plusieurs années. Et puis, donc, première étape, parcours scolaire. On vous écoute, professeur Yvonne. Merci beaucoup, Père. Qu'est-ce que je peux dire de mon parcours? Au fait, j'ai fait mes études primaires à l'école catholique de la mission de Mpenzwa dans le territoire de Kiru, lac Maindombe. Et j'ai terminé à l'âge de 11 ans parce que j'avais commencé à l'époque, j'ai commencé l'école très jeune. À 5 ans, je suis entré à l'école primaire. Et puis, j'ai fait mes études secondaires trop fragmentées. J'ai fait le cycle d'orientation Notre-Dame d'Afrique à Lemba, où j'ai eu mon brevet de cycle d'orientation. Et puis, j'ai fait une année des humanités scientifiques
au lycée, ça s'appelait lycée Marie-Thérèse à l'époque, qui s'appelle maintenant lycée Mpiko à Kinshasa, à Kasavubu. Et puis, papa est muté en Suisse, dans le cadre de ses fonctions en tant que technicien opérateur, je suis arrivé en Suisse où j'ai fait 3 ans de type C au lycée cantonal de Fribourg jusqu'en 1976. Encore une fois, Mité, nous allons nous retrouver à Bruxelles en décembre 1976 où je vais terminer mes études secondaires. Et comme je suis arrivé en retard et je n'ai pas fait 2 ans en Belgique, en fait, j'ai dû passer un jury central pour pouvoir obtenir mon diplôme des humanités et mon diplôme qui me donnait accès à l'université. Et en 77, je vais entamer mes études. En 1977, je vais entamer mes études à l'université libre de Bruxelles, où je vais obtenir je serai en septembre 1977 jusqu'à 1981. Je vais obtenir en 81, j'obtiens ma licence en chimie et à partir de 1981, j'entame directement ma thèse et en 1985, exactement le 8 mars 1985, je deviens docteur en sciences, option chimie et spécialité substances naturelles. Voilà mon parcours. Bon, d'abord, deux petites choses. Deux petites choses, professeur. Donc, on peut d'abord dire que, comme on dit, hein, au Lingala, on dit aux Amwana, Poto, il y a Tongo. Donc, c'est depuis longtemps que vous étiez en Europe, d'abord ça. Et puis, de deux, vous avez déjà fini en 1985. Bon, là, 1985, oui. Le 8 mars 1985, wow. Je défends publiquement ma thèse et je deviens docteur. Mais vous aviez à peine, c'est pas... Je suis né en 1959. Oh, donc non, vous n'êtes pas obligé de le dire, mais j'ai dit seulement... Voilà. J'avais 26 ans exactement lorsque je décroche et j'obtiens ma thèse. Voilà. Donc, quand vous avez obtenu votre thèse, c'est ça seulement. Bon, inutile de nous dire quand est-ce que vous êtes né, seulement vous avez défendu votre thèse ou vous aviez quel âge? Quand j'ai défendu ma thèse, j'avais 26 ans. Waouh, félicitations. Hein? Bon, voilà, merci beaucoup. Hein, merci beaucoup. Là, je ne sais pas si Patricia a une question d'abord du point de vue étude un peu. Hein, donc, félicitations à notre invitée, hein, Madame Yvonne Ibebeke, d'avoir comme ça parcouru. Bon, quand j'ai suivi même, vous avez commencé l'école primaire, vous survolez ça avant l'âge normal, puisque normalement, on commençait l'école primaire à 6 ans. Vous avez commencé à 5 ans. Et puis alors, vous êtes parti comme ça vite, à 26 ans déjà. Voilà. Alors que quand on voit la situation, ça ce sont un peu des commentaires, hein, quand on voit la situation actuelle, à 26 ans, les gens commencent encore le premier graduat dans les universités du Congo. Voilà. Donc, c'est tout un problème. Patricia, un petit mot d'abord. Nécessairement une question, mais vraiment juste un commentaire sur, en tout cas, le brillant parcours de professeur. C'est inspirant, c'est inspirant. J'espère que lorsqu'elle va continuer de parler de son parcours, comme ça, je vais essayer de réfléchir à certaines questions pour la suite. Voilà. Alors, rapidement aussi, hein, prof, vous terminez vous défendez votre thèse en 1985 et vous parcourez alors un peu pour nous rapidement, d'abord sommairement, puisque nous allons découvrir encore davantage après, maintenant les parcours professionnels. Au fait, en fin 86, début 86, je vais rentrer au Congo, au Zaïre à l'époque, où je vais être d'abord engagé dans un centre de recherche. Ce centre de recherche, c'est un centre de recherche en sciences et en technologie. Et puis,
Ensuite, l'université on va venir me prendre par l'université et je vais être engagé. À l'époque, ça s'appelait IPN, Institut pédagogique national. Je vais être engagé en 86 à l'Institut pédagogique national où je commence directement à donner cours. J'étais la plus jeune, évidemment. Et la même année, disons en 1987, on va me nommer chef de département de chimie. Et puis, viendra, donc, je vais être là à l'université pédagogique nationale. En 1990, l'appel encore, on cherche une femme à la Régie des eaux, une femme qui a un profil chimiste. Je vais être engagé à la Régie des eaux en 1990 pour travailler dans le laboratoire de qualité de l'eau que le défunt PDG Tchongo venait de créer. On était trois professeurs qui ont été engagés pour animer ces laboratoires de qualité de l'eau. Et j'entame donc une carrière parallèle à partir de 1990, une carrière en tant que professeur d'université et en même temps, je travaille à la Régie des eaux où je suis Régie des eaux, je rappelle, c'est la Société nationale de production et de distribution d'eau. Et lorsque j'ai donc carrière parallèle, et puis je vais gravir des échelons, des attachés de division, attachés de laboratoire, je vais devenir le chef de division chargé de la qualité de l'eau à la Régie des eaux. Après ça, je deviendrai directrice, je préfère dire directrice de production nationale de la Régie des eaux, dans lequel c'est une fonction qui va me trouver jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je prenne ma retraite à l'âge de ma retraite en 2019 où je prendrai ma retraite et je vais rester simplement à l'UPN. Entre-temps, l'UPN a changé, est devenu IPN. Et puis, j'ai eu aussi un intermède où j'ai été enseigné pendant 5 ans. De 93 à 98, je n'ai pas été à l'IPN parce que j'ai dû suivre mon mari qui a été muté à Lubumbashi. Je vais donner cours à l'université de Lubumbashi où tout de suite, on va me nommer aussi chef de département des sciences de base. Et puis, nous allons rentrer à Kinshasa. Et puis là, je vais, comme j'ai dit, je vais continuer ma carrière parallèle, deux carrières en parallèle, Régie des eaux, et monter des échelons, des chefs. Pas qu'ici au Congo, nous avons, quand on commence, on est professeur associé, ensuite on est professeur full, et puis on est professeur ordinaire. Vous comprendrez qu'avoir mené une carrière parallèle comme ça, ma carrière un peu de professionnel au niveau de l'université pédagogique a souffert un peu, ce qui fait que je deviens professeur ordinaire qu'il y a 3 ans que je suis devenu professeur ordinaire. Donc, c'est le grade le plus élevé, quoi qu'il existe un autre grade émérite, mais ça c'est un grade honorifique, mais j'ai atteint déjà le grade le plus élevé de professeur. Et en 2024, en août 2024, j'ai été nommée rectrice de l'Université pédagogique nationale. OK. Alors, merci beaucoup pour ce parcours très riche. Hein, c'est vraiment très riche. Et nous allons maintenant exploiter un peu quelques points de votre vie, académique, mais surtout professionnelle. Alors là, je laisse la parole à Patricia. Patricia. Oui, là, il y a un petit souci. Il faut régler peut-être votre téléphone au niveau de ce que vous utilisez, puisque là, vous êtes sur pas les téléphones, vous êtes au niveau des micros, pardon, des micros. Oui, oui. Pardon, est-ce que vous m'entendez mieux là? Voilà, je vous entends mieux, mais après, il faudrait régler votre téléphone sur celui que vous utilisez, puisqu'il y a plusieurs niveaux. Ça, il faut voir après. Mais là, on vous attend. D'accord, merci, merci. Alors, professeur, donc vous êtes chimiste de formation, professeur depuis, en écoutant un petit peu depuis les années 80, donc ça fait à peu près 4 décennies maintenant.
Et vous avez également travaillé, comme vous avez dit, comme chercheur, assistante à l'université. Vous avez fait beaucoup de choses en tout cas. Ce qui m'intrigue un petit peu maintenant, surtout parce que bon, nous sommes dans un mois où nous devons un peu faire la promotion des femmes, vraiment des femmes brillantes de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui, dans votre jeunesse, professeur, ou dans votre environnement, en tout cas, vous a orienté vers les sciences? Cette question, vraiment, cette réponse-là m'aiderait beaucoup. Au fait, dès que j'ai commencé les cycles d'orientation, j'ai su tout de suite que je n'étais pas quelqu'un qui aimait étudier par cœur. Je voulais que j'aimais que des leçons où on pouvait démontrer. Donc, je n'aimais pas les cours où il faut gober, comme on dit, par cœur. Donc, à partir du cycle d'orientation, je sens que j'aime la science. Et surtout que j'ai eu un professeur en deuxième année de cycle d'orientation, des mathématiques. Il m'a fait aimer les maths. Et j'aimais bien ces démonstrations. Quand on disait ce qu'il fallait démontrer, j'ai dit, ah voilà, moi je pensais même d'ailleurs que j'allais faire les maths. Et c'est comme ça que j'ai tout de suite choisi la section scientifique. Pour la petite histoire, quand je reviens à la maison, quand j'ai été m'inscrire, je reviens à la maison dire à mon défunt père que je me suis inscrite en scientifique. Tout le monde me regarde, dit, mais depuis quand que les femmes font scientifique, les femmes font littéraire ou pédagogie? Et moi, j'ai dit à papa, laissez-moi faire les scientifiques. Si je n'y arrive pas, vous direz, je pourrais changer. Eh bien, il a été étonné. Dès la première période, j'étais parmi les cinq premières. Donc, j'ai continué avec les études scientifiques et j'arrive aussi aux humanités en Suisse. Il y a une femme qui nous donnait cours, j'ai retenu son nom, Madame Gasco, qui nous donnait cours de chimie. Voilà, j'ai dit, alors qu'avant je disais soit je vais faire médecine, j'ai dit tilt, j'ai trouvé mon métier, ce que je veux faire à l'université, ce sera la chimie, parce que j'aimais lorsqu'on faisait des expériences au labo, ces changements de couleurs et qui démontraient que la réaction avait eu lieu, ainsi de suite. Et c'est comme ça je vais choisir à l'université la chimie. Encore une fois, papa pensait toujours que j'allais faire la médecine, mais je vais choisir la chimie et ça me colle la peau. Donc, je trouvais que c'était ma vocation et j'ai choisi la chimie. Quand j'arrive, quelle chimie que j'ai choisie? C'est la chimie organique, que beaucoup de personnes pensent que c'est une chimie de par cœur, mais c'est une chimie où on démontre tout, on sait ce qui... tout ne se fait pas au hasard avec la chimie organique. Merci beaucoup, professeur. Oui, effectivement, c'est très inspirant. Je pense qu'avoir aussi des bons enseignants, quand on est très jeune, ça aide à nous amener vers la bonne voie pour les enfants. Et c'est important dans l'enseignement comme ça d'avoir des bonnes personnes. Vous avez eu beaucoup de chance d'avoir votre professeur de mathématiques qui vous a beaucoup influencé et vous a en fait a juste mis en avant ce que vous aviez déjà en vous, en fait, cet amour de la science. J'ai une autre question. Donc, votre carrière vous a mené vers la recherche, en tout cas dans la recherche, et surtout dans la gestion de laboratoire, puis à des responsabilités nationales, puisque on parle vraiment de l'université nationale. Et en matière et vous avez aussi parlé de la production et de la qualité de l'eau. En fait, je sais pas, moi comme ça, je ne comprends pas trop en fait comment tout ça en fait se rassemble, comment ces différentes étapes-là font que vous vous retrouvez spécialiste en matière de qualité de l'eau. Au fait, quand on arrive, un labo de chimie, un labo de qualité de l'eau, ça fait appel à vos connaissances de chimie. Même si il y a plusieurs chimies, mais l'effet que vous arrivez dans ce laboratoire, ça va faire partie de ce que vous connaissez des chimies de base, des chimies de base. Et le reste, en étant chercheur,
on finit par se former et on finit par être formé. On va vous envoyer en formation. Vous finissez par connaître c'est quoi la qualité de l'eau. En fait, la qualité de l'eau, c'est tout simplement connaître comme le nom l'indique, connaître ce qui se passe, quelle est la qualité, c'est en sens même simple, c'est quelle est la qualité de votre eau. Votre eau, est-ce que c'est une eau qu'on peut boire? Est-ce que c'est une eau qui est de la source? Ainsi de suite. Donc, pouvoir déterminer les caractéristiques de votre eau. Les caractéristiques que vous déterminez en utilisant un certain nombre de paramètres qui sont des paramètres que nous on appelle des paramètres physico-chimiques et puis des paramètres bactériologiques. Évidemment, comme moi, je n'ai pas fait la biologie, mais sachez que dans le cursus d'un chimiste, il y a des cours de biologie. Donc, nous étudions des bactéries, ainsi de suite. Donc, en lisant avec la lecture, vous finissez par apprendre parce qu'il y a à notre époque, quand on a été, il n'y avait pas vraiment, il n'y a pas de cursus vraiment pour faire vraiment qualité. C'est maintenant qu'il y a des écoles pour faire vraiment la qualité de l'eau où les gens font vraiment un cursus pure qualité de l'eau. Mais quand on est chimiste ou biologiste, on peut bien s'en sortir dans la carrière, être dans un laboratoire de qualité de l'eau. Voilà. D'accord, merci, c'est beaucoup plus clair. Merci, professeur. Père Jean-Pierre, à vous. Voilà. Merci d'abord pour toutes ces expériences que nous apprenons aujourd'hui. Alors, dans votre parcours, je ne sais pas si c'est le couronnement ou la dernière étape, pas encore, puisqu'il y a encore moyen d'aller plus loin. Vous êtes aujourd'hui rectrice de l'Université pédagogique nationale. Et après une longue expérience comme professeur, comme chercheur, et puis experte nationale et responsable technique. Et vous avez mentionné notamment votre temps passé comme cadre au niveau de la régie des eaux. Et ma question est celle-ci. Quel peut être le fil conducteur, si vous pouvez nous le dire, le fil conducteur, quel est ce fil conducteur que vous pouvez relier entre votre parcours scientifique, puisque vous êtes une femme scientifique, même on pourrait même dire scientifique pure, et puis vos responsabilités actuelles de gestion académique, puisque là, c'est un peu dans le monde de l'administration. Voilà. Bon, au fait, le fait d'avoir dirigé un laboratoire, il y a déjà il n'y a pas que, au laboratoire, on ne fait pas que des manipulations. Diriger un laboratoire, il y a un volet de management là-bas. Donc, vous devez prévoir ce que vous devez acheter comme produits chimiques, comme ce que vous devez acheter comme matériel, et vous dirigez toute une équipe. Donc, quand vous êtes chef de laboratoire de qualité de l'eau, vous avez des laborantins, donc des techniciens de laboratoire, et qui sont disséminés non seulement à Kinshasa, mais qui sont à l'intérieur. Donc, vous gérez toute une administration, vous gérez ces personnels pour que le laboratoire marche. Donc, il y a une partie administrative. Et en plus, lorsqu'on devient directrice de production, vous gérez encore plus parce que quelle est la directrice de production de la régie des eaux à l'époque? Qu'est-ce que ça signifie? Donc, vous gérez, c'est vous qui êtes les responsables des prévisions des produits chimiques, des traitements de l'eau de la République. Vous devez prévoir quelle est la quantité de produits chimiques qu'on doit utiliser pour traiter de l'eau durant toute une année. Vous devez prévoir aussi pour les centres qui sont les centres où il n'y a pas de l'électricité, quelle est la quantité de carburant qui devrait être utilisé pour que les groupes électrogènes puissent se mettre en marche pour qu'on traite de l'eau. Vous avez aussi, malgré là où il y a de l'électricité, vous devez aussi connaître quelle est la quantité de kilowatts qui seront consommés parce que ça a une implication budgétaire. Donc, vous prévoyez ça et vous donnez avec les prix et avec les autres collègues des directions financières, vous faites un budget pour
pour diriger cette direction de production de l'eau. Voilà, donc il y a une partie administrative essentielle, surtout au niveau de la production. Ça devient, on ne manipule plus, on est là. Bien sûr, on donne des ordres, on sait suivre, on va suivre même des laboratoires ainsi, mais il y a un volet important de management, un volet pour la technique, pour l'administration. Voilà. On vous entend pas, Père. Père Jean-Pierre, le micro. On vous entend pas. Okay. Merci beaucoup, hein, puisque des fois, ce n'est pas facile de trouver l'équilibre entre la science et l'administration. Mais là, vous parvenez à bien gérer les choses. Alors, une autre question que je voudrais poser est que vous êtes également dans plusieurs organisations, ou bien vous avez travaillé dans plusieurs organisations, ou bien vous êtes encore dans plusieurs organisations professionnelles, notamment l'association congolaise, comment est-ce qu'il faut appeler ça, l'association congolaise des laboratoires. L'association congolaise des laboratoires. Je suis toujours, nous sommes, je suis membre. Je vais finir ma question. Voilà, si allez-y. vous êtes aussi membre de l'association professionnelle, de l'association, par exemple, de l'association congolaise des laboratoires et puis aussi de Country Water Partnership. Alors, je voudrais un peu savoir qu'est-ce que cet engagement encore associatif dans votre travail de femme scientifique apporte dans votre rôle d'enseignante d'abord universitaire et puis de dirigeante universitaire. C'est un plus ou un complément? Comment est-ce que vous liez ça? Moi, je trouve que c'est un plus. Le fait d'avoir, j'ai été membre, au fait, j'ai mis un petit bémol avec les occupations que j'ai. J'ai été membre, pendant longtemps, membre de Global Water Partnership, au fait, qui fait dans chaque, ça signifie en français tout simplement le partenariat mondial de l'eau. Et chaque pays a son partenariat de l'eau, où j'ai été pendant 3 ans, à un moment, j'ai représenté la République démocratique du Congo comme membre du comité exécutif. Mais pour le moment, je ne suis plus actif, je ne suis plus du tout actif dans cette association parce que ça demande beaucoup d'engagement, beaucoup de voyages que je ne saurais plus faire ici parce que nous, on était reliés plus avec le partenariat mondial, l'Afrique australe. Et, mais par contre, je reste dans l'association congolaise des laboratoires parce que je suis membre fondateur. Et puis, je suis trésorière de cette association. Et cette association est très importante parce qu'elle aide les laboratoires à être accrédités. Vous savez qu'à l'heure actuelle, un laboratoire qui n'est pas accrédité, même si vous faites des analyses, que vos analyses donnent de bonnes valeurs, mais on peut vous contester. Il y a toute une structure qui dit qu'il faut être accrédité et ainsi de suite. Alors, ce que je peux ajouter, je suis aussi membre de l'association congolaise des femmes professeurs que nous appelons Cercle Sophie Kanza. Donc là, je suis membre très actif de cette organisation-là. Et ce que je peux dire, ça vous apporte un plus parce que vous apprenez d'autres choses. Vous regardez, vous allez plus, même quand j'étais dans les partenaires, vous voyez d'autres horizons. Vous rencontrez dans ces organisations, vous pouvez rencontrer d'autres professeurs, vous pouvez échanger en dehors de l'eau, vous pouvez échanger d'autres choses et ça vous apporte un plus dans l'enseignement. En tout cas, moi, j'ai vu que ça m'a apporté un plus et à telle enseigne que je suis experte en qualité de l'eau et je donne cours, des cours à l'école de l'eau. Maintenant, on a une école de l'eau ici à Kinshasa. Il y a une école de l'eau qui est rattachée à l'université de Kinshasa où j'ai des cours sur la production d'eau et la qualité de l'eau. Voilà. Un peu rapidement, hein, puisque j'ai parlé là
des organisations professionnelles et des associations. Mais vous n'êtes pas seulement femme de sciences, vous êtes aussi, vous avez fait allusion à votre mari, et donc vous êtes aussi mère. Comment est-ce que aussi vous liez un peu cet aspect de mère, d'épouse avec la science? Ça vous fait rire peut-être, mais c'est important. Au fait, ça n'a pas été, je dois dire, ça n'a pas été facile à un moment pour mes enfants. Quand les enfants seulement, les enfants seulement, même le mari ou pas? Oui, même mon mari. Lorsque j'ai commencé, je devais être, j'étais dans le comité exécutif du partenariat mondial de l'eau. Vous devez vous dire que je devais voyager tous les 3 mois vers l'Afrique du Sud ou bien dans un pays d'Afrique australe. Ça n'a pas été facile pour les enfants et je me souviens un jour lors d'une réunion religieuse ici à la maison, on avait posé la question et j'ai entendu mon fils dire que, mon fils aîné dire que maman n'est pas souvent là et ça nous manque un peu. Mais bon, l'avantage que nous avons aussi ici au Congo, c'est de pouvoir avoir des bonnes. J'ai eu à chaque fois, j'ai pu avoir des bonnes d'un certain âge qui se sont qui m'ont aidé à s'occuper de mes enfants et des bonnes. Ainsi de suite, voilà. Et puis de mes enfants, de mon mari, donc ça n'a pas été facile, mais ce que j'ai apprécié avec mon mari, c'est que il m'a soutenu dans ma carrière professionnelle. Et jusqu'à présent, il me soutient dans ma carrière professionnelle. Vraiment, en tout cas, ça c'est une bonne chose. Hein. On a le soutien de son mari ou de son partenaire. Et ça, c'est très important. N'est-ce pas aussi, Patricia? C'est une bonne chose, non? Voilà. Oui, c'est une chose très importante, surtout pour les femmes. Ah oui, c'est vrai. Professeur Yvonne doit certainement en savoir quelque chose. Voilà. Alors, je te laisse la parole aussi, Patricia. Oui, bien sûr, j'ai beaucoup de questions. En écoutant le parcours du professeur, vraiment, c'est très inspirant. Professeur, vous, en fait, comme vous avez dit tout à l'heure, donc maintenant, vous êtes vraiment reconnu comme experte en gestion de qualité de l'eau et aussi en contrôle de la qualité de l'eau et des ressources et surtout de gestion. Pour aller un petit peu dans une conception un peu plus large que le monde vraiment universitaire ou scientifique dans lequel vous êtes, selon vous, quel est le défi le plus critique pour garantir l'accès à une eau potable de qualité en RDC aujourd'hui? Le défi le plus critique à l'heure actuelle, c'est l'énergie. Il y a 2 défis. Je vais donner les 2 qui sont importantes. Oui. L'énergie et les produits chimiques. Parce que pour produire une eau de qualité, surtout dans des villes comme Kinshasa où on utilise des eaux de surface, il faut avoir des produits chimiques. Or, le Congo ne produit pratiquement aucun produit chimique de traitement de l'eau. Donc, tout doit être importé. Et ça coûte énormément cher. Et vous avez un autre défi, c'est le défi énergétique. L'énergie, c'est important parce que traiter de l'eau avec des groupes électrogènes, ça coûte énormément cher. Or, l'accès à l'électricité est très limité dans notre pays. Je pourrais même ajouter encore un autre problème, c'est dans les grandes villes comme Kinshasa, c'est les rivières que la Régie des eaux traite sont sujettes à la pollution, puisque l'assainissement de la ville de Kinshasa pose des problèmes. Tout est rejeté, donc on pense que la rivière, c'est un dépotoir, donc ça va à gâcher, donc la qualité de l'eau brute, l'eau de rivière va être de mauvaise qualité, donc ça va être de mauvaise qualité. Qui dit mauvaise qualité, cela veut dire que vous devez traiter avec des quantités énormes de produits chimiques pour produire une eau de qualité. Voilà.
je pense que Merci. c'est Oui, ce oui, que... merci beaucoup. Oui, Voilà. merci beaucoup, professeur. Ça me fait penser aussi à une autre question, tout de suite là, vraiment. Comme vous venez de dire qu'on ne produit pas en fait les produits chimiques pour l'eau, pour que l'eau devienne potable, ça me fait penser vraiment au budget, par exemple, de la recherche, parce que bon, pour produire ces produits chimiques là, il faut vraiment avoir des laboratoires de recherche qui sont financés, etc. Qu'est-ce que vous pensez en fait du budget en général qui est dédié à la recherche scientifique en République démocratique du Congo? Est-ce que vous en C'est avez un, une petite idée? c'est un budget insignifiant, il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez, mais on est en train de faire des efforts, mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir faire des recherches très poussées. Ce n'est pas assez. Mhm, Pas assez. mhm. Mm. D'accord, d'accord. Vous êtes aussi, vous écrivez évidemment, comme vous êtes professeur, vous écrivez et vous faites beaucoup de publications. J'ai vu dans votre biographie que vous avez fait une récente publication sur la synthèse des nanoparticules d'or Mm. à partir d'extraits naturels qui montrent une orientation vers des approches innovantes. Pour parler un petit peu de l'innovation et tout ça, comment est-ce que vous voyez l'évolution de la recherche scientifique congolaise? Là, on vient de parler du budget, mais comment est-ce que vous voyez l'évolution en général de la recherche scientifique congolaise, en tout cas surtout dans ce domaine-là de votre publication? Au fait, une chose que je n'ai pas dit, parce qu'on est allé, on a parlé trop de la qualité de l'eau. Au fait, ma thèse, c'est sur les substances naturelles. Donc, ma thèse, je l'ai fait sur les substances naturelles. Donc, savoir quels sont les produits chimiques qui se trouvent dans les plantes, en particulier les plantes. Comme vous savez, en médecine, une bonne partie des médicaments que nous utilisons proviennent des plantes. Au fait, c'est parce que l'homme, dans la nuit des temps, s'est orienté depuis des siècles, depuis l'Antiquité, et c'est pour se soigner, s'était orienté vers les plantes. Quoi de plus normal que les scientifiques se soient intéressés aux plantes pour savoir pourquoi ces plantes traitent de telles maladies, jusqu'à trouver même d'autres maladies que c'est quoi. Alors, la recherche scientifique, alors, en tout cas, elle est bouillonnante, surtout dans le domaine des plantes où je suis là aussi. On a une jeune génération de professeurs qui sont vraiment, qui se battent et qui travaillent, par exemple, souvent, même si on n'a pas des laboratoires bien équipés, ce qu'on fait, c'est que on est en relation avec d'autres universités pour qu'on puisse aller faire certaines expériences dans ces universités. Par exemple, pour ces nanoparticules, la synthèse s'est faite dans une université japonaise qui est en contact avec un autre jeune collègue de l'université de Loyola, avec qui on travaille. C'est avec ça qu'on a pu faire c'est Luata. Voilà, vous le connaissez. Voilà. Voilà. Ouais, ouais. Voilà, donc il y a beaucoup de publications sur ces genres de recherches de plus en plus. Nous, on venait, au fait, à l'UPN, c'est la première thèse. Au fait, c'est une thèse que j'ai dirigée qui va être défendue incessamment, que je venais de diriger. Et ça c'est la première fois qu'on fait ça à l'UPN. Mais à l'UNIKIN, nos collègues de l'UNIKIN ont déjà fait beaucoup de publications et des publications sur les nanoparticules au départ des substances naturelles. Ouais. Merci beaucoup, prof. Merci. Père Jean-Pierre, à vous. Voilà, merci Patricia. Et je ne change pas beaucoup de sujets, je reste encore un peu au niveau des laboratoires, puisqu'on en parle. Professeur, vous avez dirigé aussi plusieurs laboratoires, et vous avez fait allusion à ça, et chaînes de traitement d'eau, et notamment à la régie des eaux. Et moi, je me rappelle quand on était petit à Kinshasa, on prenait le gobelet, on mettait dans les robinets directement, on buvait l'eau. Je me rappelle même à un certain moment, on se rendait compte qu'on venait de mettre les produits. Ça sortait un peu comme quand on a mis
comment est-ce qu'on appelle ça, l'aspirine dans l'eau comme ça. Donc, Oui. on était sûr de boire de l'eau, mais maintenant, Oui. on se pose beaucoup de questions si on peut oser encore faire ça. Alors, quelle innovation, selon vous, professeur, pourrait améliorer durablement la gestion de l'eau en République démocratique du Congo, que ce soit en qualité et en quantité? Bon, en termes de qualité, je pense que la Régie des eaux fait beaucoup d'efforts pour les traitements. Nous avons, par exemple, lorsque j'étais là, nous avons introduit un nouveau produit qui a fait améliorer la qualité de l'eau, un produit alliant un mélange d'un produit qu'on connaissait, le sulfate d'alumine, et puis le polymère qui fait que ça peut traiter des eaux brutes qui sont des qualités médiocres. Et je pense aussi pour l'accès à l'eau, pour des villes comme Kinshasa, mais il faut beaucoup d'argent. Il faut beaucoup d'argent. Il faut construire des nouvelles usines. Parce que, par exemple, une ville comme Kinshasa, le plus gros problème de la ville de Kinshasa, c'est que les eaux souterraines, il n'y en a pas assez. On est obligé de prendre des eaux de surface. Et comme j'ai dit, des eaux de surface, c'est-à-dire des eaux de rivière, les traitements coûtent énormément cher. Et ensuite, on a l'exode. À cause des guerres, la ville de Kinshasa est en train d'étouffer sur la population. Certaines personnes disent 15 millions, 17 millions. Et si vous calculez la quantité, le nombre d'usines qu'on a à l'heure actuelle de traitement d'eau ne suffisent pas pour produire de l'eau. Donc, on doit nécessairement construire d'autres usines. Et malheureusement, le niveau de vie, le coût d'un mètre cube d'eau ne permet pas, la Régie des eaux n'arrive pas à se retrouver dans ses dépenses, et d'autant plus que l'État, on va dire, je suis retraité, mais je connais l'histoire, l'État qui est le grand client de la Régie des eaux ne paye pas de l'eau, donc ça handicape aussi la Régie des eaux pour son expansion. Voilà. Donc, le problème est difficile pour l'amélioration en qualité, en quantité, si on peut dire. Non, l'amélioration, la Régie des eaux a fait des efforts pour la qualité de l'eau, parce que le problème, c'est que... Bon, disons, professeur, quand vous dites a fait des efforts, ça signifie qu'il y a encore des efforts à faire, alors. Oui, il y a encore des efforts à faire, parce que, je vais donner une petite histoire, parce que dans le cadre de ma formation, j'ai été en Corée du Sud pendant 21 jours. Et j'ai vu l'évolution, parce que la Corée du Sud, c'est un des pays qui est classé top parmi les 5 premiers des meilleures qualités de l'eau dans le monde. Et on nous a expliqué, j'ai vu comment ils ont évolué avec leur qualité de l'eau. L'eau que nous produisions, c'est quand j'ai eu à discuter avec les non-professeurs, les gens, les formateurs, m'ont dit non, la qualité que vous produisez pour le moment, ce qui compte, c'est qu'au point de vue microbiologique, ça soit une eau qui ne contienne pas de bactéries nocives pour la population. L'étape suivante, lorsque le niveau économique du pays le permettra, c'est de produire une eau qui sera encore plus claire. Ce qu'il y a ici à la Régie pour le moment, l'eau de la Régie des eaux n'est pas aussi claire qu'on voudrait le dire, mais quand on regarde les paramètres selon l'Organisation mondiale de la santé, la Régie des eaux produit une eau conforme aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Pourquoi je peux le dire? Parce que si la Régie des eaux produisait une eau de mauvaise qualité, dites-vous, dans les villes comme Kinshasa, il y aurait des épidémies importantes des maladies liées à l'eau, les maladies d'origine hydrique comme le choléra, comme ainsi de suite. Donc, c'est que la Régie des eaux, quelque part, produit une eau qui répond aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Oui, alors une petite question avant de laisser la parole à Patricia. Est-ce que l'eau
de la régie des eaux actuellement, même si vous pouvez dire, mais ça ne me concerne pas directement maintenant, mais comme vous travaillez quand même dans des laboratoires, vous avez travaillé à la régie des eaux. Est-ce que l'eau de la régie des eaux actuellement à Kinshasa, c'est pour aider aussi les spectateurs qui nous suivent, est-ce que l'eau de la régie des eaux est potable? Je vous dis, elle est potable, puisque pourquoi si, lorsque l'eau répond aux recommandations de l'OMS, elle est potable. Pourquoi? Parce que c'est l'OMS qui donne des recommandations en donnant tel paramètre, ça doit être comme ça, tel autre paramètre, ça doit être comme ça. Mais évidemment, chaque pays peut faire, j'ai dit bien des recommandations, des directives de l'OMS, mais chaque pays peut avoir ses normes. Vous remarquerez que les normes européennes pour la qualité de l'eau sont un peu plus sévères que les recommandations de l'OMS. Parce que l'OMS, qu'est-ce que l'OMS cherche? L'OMS cherche d'abord une eau qu'on doit donner à la population. Il faut que lorsque la personne va boire cette eau, durant toute sa vie, que ça ne lui provoque pas de maladies liées à l'eau. Et une des batailles que l'OMS appuie, demande aux sociétés productrices d'eau, c'est surtout la qualité bactériologique de l'eau. Pourquoi la qualité bactériologique de l'eau? Parce que c'est la qualité bactériologique de l'eau. Lorsque vous buvez une eau qui est sale au point de vue bactériologique, c'est-à-dire si j'utilise des termes plus simples, microbiologiques, votre eau, les gens vont tomber malades tout de suite. Vont tomber malades. Parce qu'avec les bactéries, on ne badine pas. Lorsqu'on boit de l'eau qui n'est pas saine au point de vue bactériologique, vous avez des diarrhées ou des maladies qui se manifestent généralement dans moins de 48 heures. Vous avez ces maladies-là. Alors, il y a la qualité physico-chimique. La qualité physico-chimique, c'est à long terme. Mais le plus important, c'est la qualité bactériologique. Dans des pays en voie de développement, on doit lutter pour que l'eau, au point de vue bactériologique, soit de bonne qualité. Et ça, la régie des eaux fait parce que la régie des eaux, c'est bat pour avec en désinfectant convenablement son eau. Et même, il y a des usines de production. Voilà, un des produits que la régie des eaux produit localement, c'est le chlore, l'eau de javel qui sert à désinfecter de l'eau. Parce qu'une des étapes ultimes dans le traitement de l'eau, c'est la désinfection. On produit merci beaucoup en tout cas. Merci. On essaye de faire confiance. On essaye. Oui. Patricia. On n'a pas d'autre choix que de faire confiance. Professeur, on va revenir un petit peu vers l'enseignement supérieur en RDC. J'ai quelques questions pour vous sur cet aspect-là. Étant donné que vous êtes aussi rectrice d'université, en tant que rectrice, quel diagnostic portez-vous sur l'état actuel de l'enseignement universitaire en République démocratique du Congo? L'état actuel de l'université doit faire des efforts pour qu'on arrive au standard international. Les universités sont en train de faire ces efforts. Je ne sais pas si vous savez, par exemple, on vient de se faire arrimer au système LMD. C'était le système licence, master, doctorat, qui est ici, qui est venu en Europe, qui s'appelle les accords de Bologne. Et même si on a vu qu'il y a beaucoup de protestations, qu'on ne s'est pas bien préparé. Bon, anyway. Oui, voilà. Oui. Alors, évidemment, c'est justement, c'est un système qui est exigeant parce que il faut que les étudiants travaillent d'eux-mêmes. Et un bon travail, il ne fait pas d'eux-mêmes, je veux dire plutôt, il y a un travail de fond que l'étudiant doit faire. Et ce n'est pas un système où les professeurs, que les étudiants vont se contenter d'entendre le cours magistral de gober ce que le professeur fournit des efforts, il doit faire des recherches. Alors, le défi, c'est quoi? Comment faire ces recherches? Quand il peut être à l'université, beaucoup d'universités et certaines universités, on a installé des systèmes d'Internet. Mais lorsque l'étudiant arrive à la maison, la connexion n'est pas, même aussi à l'université, les connexions ne sont pas toujours bonnes. Ça peut
ça peut handicaper certains enseignements. Mais je pense que sous la houlette de la ministre actuelle, ça avait commencé avec l'ancien ministre de l'enseignement supérieur universitaire et la ministre actuelle, il y a beaucoup de réformes, il y a des réformes qui sont en train de se faire pour que l'université congolaise aille de plus en plus mieux aller de l'avant pour qu'on arrive au standard, qu'on s'arrive au standard international. Mais il faut beaucoup de travail. Il faut beaucoup de travail de la part des professeurs, de la part aussi, beaucoup d'engagement de la part du gouvernement. Donc, comme vous savez, le système universitaire aussi en Europe ne fonctionne pas simplement avec le gouvernement, c'est aussi avec aussi des sociétés. C'est là où ce qui handicape aussi parfois nos universités, c'est que nous n'avons pas encore cette collaboration avec les sociétés, étant donné aussi que le développement n'est pas aussi important. Vous n'avez pas assez de sociétés qui peuvent vouloir se lancer, de travailler avec les universités pour faire la recherche. Parce que il y a la recherche fondamentale qui est souvent avec le gouvernement, même certaines sociétés. Mais nous, ici, il y a très peu de sociétés qui donnent leur argent ou bien qui viennent trouver l'université pour pouvoir faire des recherches pour améliorer certaines choses au niveau de leur société. Voilà. Voilà. OK. D'accord, merci beaucoup. Et en vous écoutant, je me pose la question à savoir quelles sont les priorités en fait. Donc, selon vous, quelles sont les priorités pour améliorer la qualité de la formation scientifique? Mais je pense tout est lié. Vous savez, on ne peut pas parler de l'université en laissant l'école primaire et secondaire. Tout est lié. Il faut des réformes, je pense, au niveau aussi du ministère de l'Éducation, il y a aussi des réformes qui sont en train de se faire. Parce que faire un système LMD, si au départ les élèves n'ont pas été formés pour, lorsqu'ils arrivent à l'université, être dans le système LMD, il y a une rupture. Nous remarquons ça avec les étudiants. Certains étudiants ont été dans des écoles où ils ont utilisé des ordinateurs ou bien ils ont utilisé ne fût-ce que les téléphones pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire des recherches. De l'autre côté, vous avez des étudiants qui n'ont jamais utilisé leur téléphone, n'ont jamais utilisé les téléphones pour faire des recherches. Donc, vous avez ces décalages-là. Donc, les deux systèmes doivent aller de pair pour que lorsque un enfant qui quitte l'enseignement primaire et secondaire arrive à l'université, ne soit pas dépaysé, parce qu'on trouve encore, vous entrez dans l'auditoire, vous avez des étudiants qui ne savent pas utiliser encore l'ordinateur. Vous comprenez? Donc, c'est un problème. Et heureusement, il y a des projets aussi où on est en train de faire pour que les étudiants puissent avoir des ordinateurs à bas prix. Et puis, heureusement aussi, on a des cours d'informatique pour l'initiation à l'informatique pour les étudiants qui entrent à l'université. D'accord, merci. Oui, donc, mais c'est un problème sérieux que vous soulevez là. De tout cela, ma question va dans le même sens, c'est que quand il y a manque de maîtrise de l'informatique chez les étudiants, ça pose problème. Il y a aussi évidemment le problème de connexion, ainsi de suite. Mais professeur, il y a un autre problème qui est sérieux un peu pour beaucoup d'universités de la République démocratique du Congo. C'est peut-être dû à la surpopulation de nos instituts ou universités. Il y a ce phénomène de la massification
massification donc, des étudiants, qui est un phénomène sérieux et problème national. Alors, comment concilier justement cette réalité de massification des étudiants avec l'exigence de la qualité académique, puisque c'est ce qui compte. Et quand un professeur est dans un auditoire de 300 étudiants, comment espérer que ces professeurs puissent suivre les travaux ou quand il doit faire des corrections, tenir compte de 300 étudiants? C'est quand même un problème, hein, cette exigence de la qualité et puis cette massification exagérée des étudiants. Professeur. Mais je pense que ce n'est pas vraiment un problème. Même dans une université européenne, il y a des cursus où quand vous êtes en médecine, vous êtes en droit. Moi, je voyais le nombre d'étudiants en première année, lorsque nous on étudiait, des collègues qui étaient en médecine, ils étaient en 1000 étudiants dans l'auditoire. Donc, c'est une organisation. Ces professeurs-là doivent avoir des assistants qui sont avec lui pour pouvoir corriger. Et puis maintenant, il y a aussi des systèmes de correction, généralement des systèmes de correction. Je parlais plutôt au fait, il faut simplement augmenter, ça c'est en termes de nombre d'étudiants. Le nombre d'étudiants, c'est pas quelque chose, c'est plutôt le nombre d'étudiants. Est-ce que ces étudiants ont chacun un banc, un endroit pour s'asseoir? Ça, c'est un autre problème. Vous voyez? Donc, avoir 1000 étudiants dans un auditoire, ce n'est pas un problème pour un professeur, ça existe dans tous les pays du monde. Mais, est-ce que ces étudiants ont tous une table, un endroit pour s'asseoir? C'est ça le problème que nous avons parfois dans nos universités au Congo, entre autres dans ce qu'on appelle les facultés qui attirent les étudiants. Quelles sont ces facultés qui attirent les étudiants parfois même en Europe? Vous avez la faculté de droit, vous avez la faculté de médecine et vous avez la faculté des sciences économiques. Voilà les 3 facultés qui attirent beaucoup d'étudiants. Maintenant, c'est qu'on a la logistique est là pour accueillir tous ces étudiants. C'est ça le problème qui se pose pour des universités, surtout les universités qui se trouvent dans des grandes villes comme Kinshasa et Lubumbashi. Ce sont les deux villes où vous avez un nombre important, une surpopulation d'étudiants dans ces genres de facultés. Et c'est ça le plus grand problème, c'est qu'on a suffisamment de place pour pouvoir accueillir ces étudiants. Il n'y a pas de solution que de créer d'autres campus ou d'autres campus, parce que pour le moment, par exemple, mon université est logée à niveau de l'UPEN. Il faudrait à l'avenir penser aussi à avoir un autre campus ailleurs. On ne peut pas continuer à rester simplement là, vu la population qui vient. Donc, il faudrait, dans les années à venir, penser à avoir un autre campus ailleurs, par exemple, pour des facultés qui sont liées, des facultés comme l'agronomie, mais des médecines vétérinaires. On peut les délocaliser parce qu'ils ont besoin de la nature, et ainsi de suite, pour pouvoir... le problème est qu'ils ont des expériences à faire plutôt que d'être confinés avec les autres facultés dans la ville. Voilà. Oui, le problème est que professeur quitter Kinshasa et aller ailleurs, on ne trouve pas les mêmes conditions. Alors, c'est comme ça que tout le monde fait l'exode rural, comme on a souligné là. Alors, bon, on change un peu de sujet. Quand je dis, ce n'est pas ailleurs, s'il vous plaît. J'ai dit ailleurs, c'est toujours dans l'agglomération de Kinshasa. Nous avons Maluku, nous avons Kingo. Essayé comme moi, par exemple, là où j'ai étudié à l'ULB, il y avait des campus, vous avez campus d'Erasme qui est très loin de la situation. Vous avez le professeur là, en Europe, on peut organiser les transports et assurer quand même. Bon. Voilà, c'est ça. C'est autre chose. Bon, alors, une autre question, hein, c'est toujours au niveau un peu de recherche. Vous avez même souligné ça, Patricia aussi avait posé cette question que la science, c'est aussi de l'argent, hein, ça coûte de l'argent, c'est peu financé encore en République démocratique du Congo, vous l'avez dit aussi. Alors, comment créer, évidemment,
les conditions, ou bien, si on peut dire comme ça, un écosystème de recherche plus dynamique et puis aussi plus connecté, plus utile au développement national pour la recherche scientifique. Puisque il faut bien raisonner ça, il faut mettre ça en place, il faut bien étudier ça. Et ce n'est pas du tout facile, mais comme vous avez un peu l'expérience et de l'Europe et du pays, comment créer cet écosystème en fait de recherche plus dynamique? Par exemple, un des axes, c'est d'essayer de fédérer que les chercheurs qui sont dans le même domaine, on peut fédérer, on peut se mettre ensemble pour avoir des appareils. Au lieu de dire que l'université de Kinshasa doit avoir tout, je prends mon domaine des substances naturelles, doit avoir tous les appareils qu'il faut, on pourrait se dire, bon, l'université de Kinshasa peut avoir tel appareil de spectroscopie, et puis l'université de pédagogie peut avoir ça. Parce que je peux dire que pour pouvoir faire cette analyse-là, j'irai à l'université de Kinshasa. Pour pouvoir faire l'autre analyse, j'irai à l'UPenn. Donc aussi, on peut travailler en synergie, se fédérer pour avoir des appareils, parce que les appareils sont très coûteux. Et commencer à dire qu'on va avoir d'un coup tous ces appareils, je pense que ce n'est pas, c'est pas aisé pour les mômes. Mais de l'autre côté, je vous annonce que je vous informe que le ministre de de l'enseignement supérieur universitaire et recherche Scientifique. et innovation, Il y a un incubateur. Il y a la professeure Sombo. Un incubateur. La professeure Sombo, non? Voilà. On a créé un incubateur. Pas plus tard qu'hier, on a lancé la formation des incubateurs. Donc, on veut plus faire la recherche dans notre pays. Nous avons besoin, bien sûr, de recherche fondamentale, mais ce que nous voulons maintenant, que notre pays, on doit se lancer, des chercheurs doivent se lancer dans la recherche appliquée pour pouvoir développer notre pays. Et l'incubateur, d'ailleurs, prime des chercheurs, que ce soit des chercheurs d'université, que ce soit des chercheurs indépendants qui arrivent à démontrer que j'ai fait X et Y, ça m'a amené à ça. À ce titre-là, je peux citer une femme professeure qui s'appelle professeure Marie-Claire Yanjou, qui a travaillé plus d'une trentaine d'années sur le manioc, qui est arrivée à mettre au point la farine de manioc des panifiables. Donc, vous voyez qu'il y a malgré les conditions dans lesquelles que nous travaillons, voilà une femme qui s'est battue, qui a consacré toute sa vie sur le manioc, parce que le manioc, c'est ce que nous mangeons tous les jours. Pourquoi on ne peut pas l'utiliser pour la panification? Elle est arrivée à faire la panification de la farine de manioc. On peut produire des beignets, produire des biscuits, des spaghettis à base de notre farine panifiable de manioc. Voilà un exemple de recherche appliquée. Merci beaucoup, Madame la rectrice, professeure. On pourrait bien passer la soirée à vous écouter, hein, c'est édifiant. Hein, les femmes de sciences comme ça, on n'en a pas beaucoup. Vous nous édifiez ce soir. Alors, je laisse la parole à Patricia. Merci, Père Jean-Pierre. Oui, j'ai encore une petite question pour le professeur. Surtout sur la question de l'eau, professeur. On sait que c'est très, comment dire, lié à la gouvernance. C'est lié aussi à la question de sécurité et de santé publique. Comment est-ce que le pays peut-il mieux articuler en fait la science, la politique publique et puis les besoins de la population pour arriver vraiment à quelque chose de meilleur que ce que nous avons aujourd'hui? Mais il y a des plans stratégiques, un plan stratégique sur justement pour l'accès à l'eau, l'accès à l'air potable. Il y a la loi de l'eau aussi. Ce qu'on a fait, vous voyez que dans le temps,
il y avait que la Société nationale, donc la Régie des eaux, c'est la Régie des eaux qui avait le monopole de produits de l'eau. Avec la nouvelle loi de l'eau, n'importe quelle, la Régie des eaux n'a plus le monopole. Il peut y avoir des sociétés privées qui peuvent s'installer. Ensuite, ça donne aussi, on a autonomisé aussi les provinces. Les provinces peuvent avoir leur société de l'eau, de production d'eau. Donc, c'est déjà un pas énorme, hein, plutôt que d'avoir une grosse mastodonte qui se trouve à Kinshasa, qui doit s'occuper des produits de l'eau. Donc, cette loi est venue, donne la possibilité aux provinces d'avoir leur régie de distribution d'eau. Donc, ils ont l'autonomie. De la même manière qu'on a donné aussi l'autonomie pour l'électricité. Ça, c'est déjà un grand pas pour l'accès à l'eau. Vous avez évidemment, et aussi, il faudrait aussi faire des recherches. En fait, il faudrait voir comment on peut installer des sociétés qui peuvent produire aussi, comme j'ai dit, produire permettez la tautologie, produire les produits chimiques et des traitements de l'eau. Je vous ai dit, par exemple, là où on utilise l'eau souterraine, parce que la différence entre l'eau souterraine et l'eau de surface, c'est que l'eau souterraine, généralement, elle est de très bonne qualité. Elle ne demande pas beaucoup de traitement. Vous voyez, par exemple, si on prend les cas de Lubumbashi, à Lubumbashi, ils y traitent des eaux souterraines et l'eau est très claire et on a comme produit chimique seulement l'eau de Javel. Donc, produit de l'eau de Javel, ça ne demande que d'avoir du sel. Et l'électricité, vous faites l'électrolyse et vous allez avoir votre eau de Javel. Donc, faire un effort pour produire de l'eau, des produits chimiques, et puis s'orienter beaucoup justement, faire là où on peut avoir des eaux souterraines, c'est mieux d'utiliser des eaux souterraines que d'utiliser des eaux de surface. Donc, les plans stratégiques est venu. L'innovation la plus importante, entre autres, c'est l'autonomie. Les provinces sont autonomes pour produire de l'eau. Voilà. Donc, ça peut augmenter l'accès à l'eau potable pour la population. Merci. Ouais, c'est très intéressant. Mais nous allons presque vers la fin de notre conversation. Donc, je vais juste rappeler à nos auditeurs que nous sommes sur Dialogue avec et que nous sommes en direct. Aimez la chaîne et puis il y aura une rediffusion de cette émission demain. Avant de clôturer, professeur, et surtout qu'ils s'abonnent massivement à notre chaîne pour ne rien rater, pour ne rien manquer. Hein. Évidemment qu'ils s'abonnent aussi à la chaîne YouTube. Professeur, avant de clôturer, nous avons l'habitude de poser des petites questions pour détendre un peu l'atmosphère à nos invités. Donc, ma question pour vous est, si vous deviez choisir une citation qui résume votre philosophie de vie, laquelle serait-elle? Une citation. Je ne suis pas forte dans les citations. J'ai dit que ça peut être quelque chose de vous-même aussi, hein? C'est pas nécessairement de venir de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas très forte littéraire. Moi, ce que je peux dire, c'est que les femmes, comme c'est le mois de la femme, les femmes doivent se battre pour améliorer leurs conditions de vie et surtout apporter leur contribution au développement de ces pays. Merci, c'est très édifiant. Une autre petite question, professeur. Si vous aviez un livre ou des livres à recommander, que ce soit la science ou autre, hein, à un jeune ou une jeune Congolaise ou un jeune Congolais, quel livre vous recommanderiez-vous? Les livres que je vais recommander, je sais le nom, ça ne m'échappe pas, c'était écrit, c'était les titres en flamand. C'était un bon livre qui était sorti lorsque
le Congo a totalisé 50 ans, je pense que c'est le Congo. Je l'ai lu il y a une dizaine d'années. C'était un bon livre sur l'histoire du Congo, écrit par un journaliste flamand, là. Si je me souviens, s'appelle Le Congo, là. Ouais. Ce livre-là, je recommanderais. Vous connaissez aussi, vous parlez flamand? Non, j'ai lu la traduction française. Ah, ok. Merci beaucoup. À vous, Père Jean-Pierre. Voilà, merci beaucoup, Patricia. Oui, bon, évidemment, quand on arrive à des moments comme ça, c'est toujours les rituels aussi, hein, à part les questions, les petites questions de Patricia. L'autre rituel, c'est, bon, quand on reçoit les femmes, c'est facile puisque les femmes sont bien habituées à être devant le miroir. Donc, c'est un monologue qu'on vous demande maintenant, professeur Yvonne. C'est professeur rectrice, évidemment, mais professeur vient d'abord avant. Et c'est un monologue où vous allez parler à vous-même. Donc, c'est la professeure Yvonne qui parle à la professeure Yvonne pour parler de trois choses. La première chose, la professeure Yvonne va parler à la professeure Yvonne de ses qualités. Et puis, deuxième chose, parler de ses défauts. Et puis, troisième chose, à partir des défauts, voir maintenant, donc la troisième dimension, quel conseil la professeure Yvonne donne à la professeure Yvonne. Voilà, on va vous laisser seul dans cet exercice et puis nous nous retrouvons après. Nous ne ferons pas les commentaires puisque vous êtes seul devant le bureau. C'est un monologue. Alors, quelles sont les qualités de professeur Yvonne? J'aime bien, je suis passionné par mon métier, j'aime bien expliquer. Je suis très ouverte aux critiques lorsqu'on veut. Pas que je dis toujours, c'est peut-être ma formation que j'ai eue à l'ULB, qui est dit libre exaministe. Je préfère écouter. Lorsque nous pouvons, la solution peut être trouvée par d'autres chemins. J'aime bien être et j'aime beaucoup la discussion. Les défauts qui peuvent être, vous allez sembler un peu, ça va sembler un peu difficile pour les dire aussi, c'est pour quelqu'un des sciences, il m'arrive d'être trop cartésienne. Je suis trop cartésienne et j'oublie que les autres ne sont pas toujours de la formation, de cette formation. J'aime qu'on me démontre des choses. Je n'aime pas des idées. Parfois, ça me crée des problèmes parce que je suis trop cartésienne. Et qu'est-ce que je pourrais faire pour et que j'apprenne à écouter, que j'accepte que l'esprit, tout le monde ne sait pas être cartésien. Il y a une autre manière de raisonner. Il y a c'est philosophique, ainsi de suite. Que j'accepte des raisonnements aussi philosophiques. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Alors, comme c'est un monologue, nous, on n'a pas suivi. Alors, quand vous parliez des livres que vous avez dit, j'ai vu de nos fidèles téléspectateurs que vous connaissez certainement, Marcel Mouessakala, qui a précisé les livres. Je crois que c'est ça, non? Je crois. Congo, une histoire. Congo, une histoire de David, voilà, Van der Broek, c'est voilà, vraiment un bon livre. Pour dire que nos téléspectateurs sont attentifs. Voilà. C'est un très bon livre. Voilà, merci beaucoup à M. Marcel depuis le Canada d'avoir fait cette aide pour préciser les livres dont parlait la professeure Yvonne. Alors, Patricia, c'est... Alors c'est le mot de la fin et on va l'accorder à notre brillante invitée. Madame la professeure, donc c'est donc le mot de la fin. Si vous avez un message à la jeunesse, aux enseignants, aux décideurs, aux gens qui vous écoutent en général, hein, juste pour clôturer l'émission. Mon message, c'est que les femmes, les jeunes filles embrassent la carrière scientifique, qu'il y ait beaucoup de jeunes filles
qui entrent à l'université pour faire des études scientifiques. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais partie aussi d'un autre groupe, une autre association, je ne l'ai pas dit, qu'on appelle les femmes des sciences. C'est connu dans le monde, cette association s'appelle STEM. Hein? Donc, j'aimerais encourager les jeunes filles d'étudier des études scientifiques au niveau de l'université. Notre pays en a besoin. Et surtout qu'elles n'aient pas peur de les faire parce que ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Le pays a besoin des femmes scientifiques pour être développé. Merci, professeur. Merci. Jean-Pierre, à vous. Voilà, merci beaucoup en tout cas, professeur Yvonne. Alors, une petite question avant qu'on se sépare. Nous vous avons bien traité, on a été gentils en général, puisque bon... Non, vous avez été gentil. Moi, j'ai pensé d'ailleurs que qu'est-ce que je vais dire pendant tous ces temps-là, autant de temps, mais l'émission, on a fait, ça s'est bien passé et ça fait, on peut parler passionnément de ce qu'on aime. Vous m'avez posé des bonnes questions et je pense que vous avez vu comment j'ai été très passionné de mon métier, ce que j'aime faire, l'enseignement, les recherches. Donc, vous avez été gentil, correct avec moi. Voilà, merci, merci. Alors, avec, voilà, on peut vous acclamer. Je vois aussi notre téléspectateur Marcel qui vous a complimenté. Nous aussi, on fait la même chose. C'est vraiment avec plaisir de vous recevoir aujourd'hui, de vous découvrir davantage. Et comme c'est le mois de la femme, ça c'est vrai, on découvre quand même des femmes qu'on ne peut pas découvrir autrement, puisque souvent, il n'y a pas des revues comme ça. Bon, peut-être qu'il existe qui mettent en valeur les femmes de qualité, de sciences comme ça, et qui peuvent passer inaperçues si on ne fait pas attention. Par exemple, moi, quand on préparait l'émission, on a échangé avec Patricia, j'ai dit, oh, elle est rectrice d'université, ce n'est pas possible, ils sont comme ça, et on en parle moins. Donc, ça, c'est vraiment un honneur pour les femmes. En ce mois ici, on parle des droits des femmes, de voir que les femmes peuvent être capables de faire tout ce que les hommes font et qu'on a dépassé cette époque où c'est seulement les hommes qui pouvaient faire des choses compliquées comme la science, ainsi de suite. Donc, en tout cas, un grand merci et félicitations pour ce que vous faites, Madame la professeure et rectrice de l'Université pédagogique nationale en République démocratique du Congo, et une université qui a été dernièrement bien rénovée, professeur. Oui, très bien rénovée par les chefs de l'État. Nous avons des auditoires modernes, très modernes. Et là, il y a non seulement la rénovation, mais on a construit d'autres. On a construit, jusqu'à présent, on a construit deux bâtiments, des grands bâtiments. Et on est en train de construire encore 2 autres bâtiments. Donc, c'est en pleine expansion. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ça. Et Patricia, un mot de la fin, peut-être un petit coucou à nos téléspectateurs. Et puis non, pas particulièrement. Juste merci à tous nos spectateurs de nous avoir suivis. Et j'espère qu'ils ont beaucoup appris. Nous, personnellement, nous avons beaucoup appris avec le professeur Yvonne. Et comme vous avez dit, Père Jean-Pierre, nous devons avoir au devant de la scène de plus en plus de femmes brillantes comme ça pour encourager les générations à venir, en tout cas d'entamer les voies scientifiques, parce que pour le développement, c'est ce que nous avons besoin, comme l'a dit, très bien dit le professeur. Donc, merci beaucoup et voilà, ce sera mon mot de la fin. Voilà, merci encore une fois à nos téléspectateurs. Merci à notre invité du jour qui a fait honneur aussi à défendre pas seulement la femme, mais le corps scientifique de la République démocratique du Congo, puisque quand on parle de corps scientifique et disons professoral, on ne voit pas hommes et femmes, on voit plutôt la qualité de l'enseignement ou de la science qu'on transmet à la nouvelle génération. C'était un grand plaisir en tout cas de vous avoir ce soir, de passer ces beaux moments, et ceux qui ont laissé un peu d'autres choses à faire pour suivre notre invité, c'était vraiment avec un grand plaisir. Nous vous disons grand merci pour la confiance que vous nous faites et j'espère que nous le méritons.
Comme le disait Patricia, vous allez retrouver cette émission au cours de la journée demain pour la rediffusion. Et puis, nous nous retrouvons certainement la semaine prochaine. Nous allons tenter de vous trouver encore d'autres personnes ou personnalités afin qu'ils viennent aussi témoigner de leur parcours de vie et pour édifier la jeunesse et pour édifier les gens. Et en tout cas, un grand merci et bonne soirée à ceux qui sont dans le même fuseau horaire que nous et ceux qui sont dans l'autre côté de l'Atlantique, comme on dit, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Bon après-midi. Et ceux qui sont dans l'autre côté, donc du côté des soleils levants, bonne journée. Et prions pour la paix dans le monde. Avec tout ce qui se passe, hein, nous avons besoin de paix. Beaucoup de gens qui meurent, pas seulement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous voulons vraiment que le bruit des balles cesse pour que les gens puissent vivre en paix. Et aussi au Moyen-Orient où des bombes sont en train d'endommager la vie des gens et de réduire vraiment toute une vie dans la misère. En tout cas, un grand merci. Nous nous retrouvons prochainement encore. Un grand merci de votre fidélité, de votre confiance à l'émission Dialogue avec. Nous sommes ouverts. Vous pouvez même nous faire aussi des propositions pour des invités, mais au cours de ce mois de mars, nous allons donner priorité un peu plus aux femmes puisque c'est leur mois. Et honorons donc nos sœurs, nos mamans et aussi nos amis de notre sexe, donc femmes. Au revoir et à très bientôt, et avec le même plaisir, et à très bientôt. Au revoir.